La prison est souvent présentée comme un lieu où la créativité et l'inventivité disparaissent. Pourtant, pour celles et ceux qui vivent derrière ces murs, la nécessité est réellement la mère de l'invention. Ici, nous explorons le monde clandestin des armes improvisées, un témoignage saisissant de l'ingéniosité humaine dans des conditions extrêmes. Ces armes, fabriquées à partir de matériaux improbables, représentent des tentatives désespérées de survie et parfois un pari audacieux pour la liberté. Numéro 1. La ville des Shanks. Pour une personne incarcérée, le terme Shank dépasse largement sa définition de dictionnaire. Il ne s'agit plus seulement d'un morceau de métal. Il symbolise le pouvoir, le contrôle et surtout la survie dans l'univers brutal de la détention. Le shank, un couteau rudimentaire ou une arme d'estoc, est tristement répandu dans les établissements pénitentiaires du monde entier. C'est un témoignage glaçant de l'ingéniosité des détenus, façonnés à partir des objets les plus banals et les plus accessibles à l'intérieur des murs de la prison. La fabrication d'un shank est une opération clandestine, un acte discret de rébellion contre le contrôle exercé par l'administration pénitentiaire. Ils sont généralement conçus à partir de matériaux qui, en temps normal, sembleraient inoffensifs. Des cuillères, des brosses-billes à dents ou des morceaux de métal récupérés sur les infrastructures de la prison. Même lorsque les autorités introduisent des couverts et des rasoirs en plastique afin de limiter les possibilités de fabrication d'armes, les détenus démontrent encore leur résilience et leur créativité. Les cuillères, souvent sorties discrètement du réfectoire, sont lentement et patiemment aiguisées contre les murs ou les sols en béton, jusqu'à se transformer en lames potentiellement mortelles. Les bosses à dents suivent un processus similaire. Leurs manches sont limées sur des surfaces rugueuses afin de créer une pointe capable de provoquer de graves blessures. Les shanks plus sophistiqués, quant à eux, sont fabriqués à partir de métal ou de fils récupérés dans différents endroits, comme l'atelier, les clôtures ou même les cadres de lit. Ces matériaux subissent une transformation longue et exigeante, parfois chauffés à l'aide de fours improvisés faits de boîtes de conserve et de petites bougies, puis façonnés et affûtés pour former une lame. Le produit final est souvent enveloppé de tissu ou de ruban à une extrémité, créant une poignée de fortune et donnant à l'arme une apparence étonnamment professionnelle. Les shanks ne sont cependant pas uniquement des outils de violence. Ils sont aussi des symboles de statut et de pouvoir au sein de la hiérarchie carcérale. En posséder un est un signe de force, offrant une protection contre d'éventuelles menaces et, dans certains cas, un moyen d'exercer un contrôle sur les autres. Ils ont également été associés à des tentatives d'évasion audacieuses, prouvant leur utilité au-delà des conflits interpersonnels. Un exemple tristement célèbre remonte au siège du pénitencier d'Atlanta en 1987 aux États-Unis, lorsque des détenus cubains, armés de nombreux shanks, ont pris le contrôle de l'établissement pendant 11 jours. Cet événement a mis en lumière le potentiel de ces armes en apparence grossière. Malgré leur connotation sinistre, la présence généralisée des shanks en prison est un symbole brutal de l'adaptabilité et de la débrouillardise de l'esprit humain dans un contexte sombre et dangereux. Elle illustre une réalité où la frontière entre survie et péril est aussi fine que la lame d'un shank. Numéro 2. La révolution des zip guns. La prison et les armes à feu semblent former un mélange catastrophique. Pourtant, les détenus ont fait preuve d'une inventivité remarquable en construisant des armes à feu artisanales, connues sous le nom de zip guns. Ces armes incarnent le carrefour dangereux entre ingéniosité et désespoir, transformant des objets du quotidien en instruments de force létale. Le principe de base d'un zip gun est simple. Il faut une chambre pour la munition et un moyen de l'amorcer. Malgré leur conception rudimentaire, ces armes peuvent être extrêmement dangereuses et imprévisibles. Le canon est souvent fabriqué à partir de tuyaux ou de tubes métalliques récupérés sur des infrastructures ou des équipements endommagés. La munition peut être un projectile sommaire, un morceau de métal, une pierre ou même du papier soigneusement compacté. Le système d'allumage est l'aspect où l'ingéniosité s'exprime le plus. Les détenus utilisent aussi bien des élastiques et des ressorts pour créer un impact mécanique que des allumettes ou des fils électriques pour provoquer une ignition par la chaleur. Un zip gun tristement célèbre a été fabriqué par un détenu à partir d'un tube métallique et d'une ampoule cassée. L'ampoule servait d'amorce lorsqu'elle était reliée à une source d'électricité, tandis que le tube faisait office de canon pour un projectile improvisé. Numéro 3. L'hybride brosse à dents et lame de rasoir. Pour une personne incarcérée, même un objet aussi banal qu'une brosse à dents peut devenir un outil de survie. L'hybride brosse à dents et lame de rasoir est une arme d'une simplicité terrifiante, transformant un accessoire d'hygiène personnelle en un dispositif potentiellement mortel.
Le processus de fabrication de cet hybride est d'une simplicité déconcertante. Un détenu prend une brosse à dents standard et insère une lame de rasoir à l'une de ses extrémités, généralement en faisant fondre le plastique autour de la lame afin de la fixer solidement. Le résultat est une arme facile à dissimuler et redoutablement efficace. Le manche en plastique offre une prise ferme, tandis que la lame de rasoir, bien que petite, peut infliger des blessures graves, en particulier si elle vise le visage ou le cou. L'hybride brosse à dents et lame de rasoir est un témoignage glaçant des extrêmes auxquels les détenus sont prêts à aller pour s'armer. Il reflète la dure réalité de la vie derrière les barreaux, où même des objets associés à la propreté et à la santé peuvent être transformés en instruments de violence. Ces armes improvisées racontent toute la même histoire. Celle d'êtres humains poussés dans leurs retranchements, capables de détourner presque n'importe quoi pour survivre ou reprendre un semblant de contrôle sur leur destin. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Numéro 4. Les cocktails Molotov, le feu derrière les murs. Le feu est un symbole puissant de rébellion et de destruction à l'intérieur des murs d'une prison. Ici, ce concept prend une forme concrète et terrifiante. Le cocktail Molotov. Il peut sembler inconcevable qu'une telle arme puisse être fabriquée en détention, mais la débrouillardise des détenus ne connaît pratiquement aucune limite. Un cocktail Molotov est, dans son principe, un engin incendiaire artisanal. Il se compose d'une bouteille remplie d'une substance inflammable, généralement de l'alcool ou de l'essence, et d'une mèche en tissu qui est enflammée avant d'être lancée sur une cible. La bouteille se brise à l'impact, ce qui provoque la dispersion et l'embrasement du liquide sur une zone étendue. En milieu carcéral, où l'accès à l'alcool ou à l'essence est limité, les détenus improvisent. Le liquide inflammable peut provenir de produits de nettoyage volés ou de fruits fermentés récupérés en cuisine. Les bouteilles sont obtenues de différentes manières. Flacons de médicaments jetés, bouteilles de boissons issues des distributeurs automatiques ou même contenants façonnés à partir de plastique fondu puis reformés. La mèche est le plus souvent constituée de morceaux de tissu arrachés à des draps ou à des vêtements, imbibés de la même substance inflammable. Quant à la source d'allumage, il s'agit généralement d'un briquet ou d'allumettes introduits clandestinement ou récupérés à l'intérieur de la prison. Numéro 5. L'arbalète, la baliste des détenus. Parfois, les armes fabriquées par les détenus ne sont pas seulement redoutables, elles relèvent aussi de la prouesse d'ingénierie de fortune. Un exemple frappant est l'arbalète artisanale, un mécanisme issu de la guerre antique recréé entre les murs d'une prison. Cette arme est un véritable témoignage de l'ingéniosité de ses concepteurs. La fabrication d'une arbalète demande une quantité importante de matériaux et de temps, sans parler d'un haut niveau de savoir-faire. Le corps ou la crosse est généralement construit à partir de matériaux solides et rigides comme des meubles cassés, des lattes de lit ou des pièces métalliques. L'arc, c'est-à-dire la partie qui propulse le projectile, est souvent réalisé à partir de papier étroitement roulé ou plié, voire de morceaux de métal flexibles. Le mécanisme de tir est le véritable chef-d'œuvre de cette ingénierie carcérale. Il comprend le plus souvent une corde fabriquée à partir de cordes effilochées ou de draps déchirés, associée à un système de détente conçu avec des fragments de bois ou de métal. Malgré l'effort considérable nécessaire à la création d'une arbalète, plusieurs de ces armes ont déjà été découvertes en prison. Cela souligne la persistance et l'inventivité de détenus capables de porter l'art de la fabrication d'armes à des niveaux aussi inattendus que surprenants. Numéro 6. L'arme chauffante issue d'une radio. L'électricité, élément fondamental de la vie moderne, peut devenir une arme insoupçonnée entre les mains de détenus. Un exemple marquant est l'arme chauffante ingénieusement fabriquée à partir de radios. Elle incarne une fusion inquiétante entre débrouillardise et compréhension technique, révélant le potentiel dangereux d'objets en apparence inoffensifs. Cette arme est essentiellement un dispositif électrique créé en modifiant le câblage interne d'une radio standard fournie en prison. L'élément chauffant de la radio est transformé afin de produire une chaleur intense, la convertissant en une sorte de plaque chauffante ou de réchaud improvisé. Une fois dissimulée et utilisée au bon moment, cette plaque peut provoquer de graves brûlures, devenant à la fois un moyen de dissuasion et une arme lors de conflits. La fabrication d'un tel dispositif est extrêmement risquée. Elle exige une compréhension précise des composants internes de la radio, ainsi qu'une approche discrète pour éviter d'être repéré par l'administration pénitentiaire. Malgré ces dangers, l'existence de ce type d'arme montre jusqu'où certains détenus sont prêts à aller pour assurer leur sécurité ou affirmer leur domination. Numéro 7. Le tchouko, tissu et savon.
Parfois, les armes les plus efficaces sont aussi les plus simples, ne nécessitant ni matériaux complexes ni grande technicité. Le chuko, une arme fabriquée à partir de tissus et de savon, en est un exemple frappant. Il est apparu dans des prisons hispanophones et illustre parfaitement cette logique. Le terme chuko est un mot d'argot désignant un couteau ou un shank artisanal, mais dans ce cas précis, il s'agit d'une variante bien particulière. Pour fabriquer un chuko, un détenu commence par prendre un pain de savon autour duquel il enroule fermement un morceau de tissu. Cet ensemble est ensuite trempé dans l'eau et laissé à durcir. Le résultat est une arme étonnamment lourde et dure qui, lorsqu'elle est utilisée avec suffisamment de force, peut causer de graves blessures. Le chuko incarne l'adaptabilité inventive des détenus, capables de transformer les objets les plus anodins en armes redoutables. Il rappelle brutalement la réalité de la vie en détention, où même les éléments les plus banals peuvent dissimuler un potentiel dangereux. Numéro 8. La massue de lit. La massue de lit, comme son nom l'indique, est une arme rudimentaire mais efficace, fabriquée à partir d'un pied de lit ou de toute pièce de bois solide trouvée dans l'environnement carcéral. Dans l'arsenal complexe des armes improvisées en prison, elle se distingue par sa simplicité de fabrication et son efficacité brutale. Briser un montant de lit ou une autre pièce de mobilier en bois à l'intérieur d'une cellule demande de la force et de la détermination. Une fois l'objet détaché, il devient une arme contondante capable d'infliger des coups extrêmement violents. Bien qu'elle soit moins discrète et plus difficile à dissimuler que d'autres armes, la massue de lit témoigne de la nature directe et sans fioriture de la violence derrière les barreaux. Elle est aussi un rappel saisissant de la dure réalité de la vie carcérale. Cette arme naît du désespoir et du besoin de se protéger, mettant en lumière les dangers permanents auxquels les détenus sont confrontés au quotidien. Numéro 9. Le couteau en éclat de verre. Le verre à l'état intact est généralement rare derrière les murs d'une prison en raison de son potentiel de détournement. Pourtant, lors des rares occasions où un morceau de verre parvient jusqu'à une cellule, il peut devenir la base de l'une des armes les plus redoutables de l'arsenal carcéral. Le couteau en éclat de verre. Sa fabrication est aussi simple qu'effrayante. Un détenu qui réussit à se procurer un fragment de verre n'a qu'à le briser, puis à sélectionner un éclat doté d'un bord particulièrement tranchant. L'extrémité non coupante est ensuite enveloppée de tissu ou de papier afin de créer une poignée rudimentaire. L'arme est alors prête à l'usage. Le couteau en éclat de verre est une arme de précision mortelle. Contrairement à d'autres armes improvisées qui misent sur la force brute ou l'effet de choc, celle-ci est conçue pour la discrétion et la subtilité. Son tranchant comparable à une lame de rasoir peut infliger des coupures profondes et des blessures perforantes, ce qui en fait un outil particulièrement redouté dans l'écosystème pénitentiaire. Son existence souligne jusqu'où les détenus sont prêts à aller pour s'armer, souvent au péril de leur propre sécurité. C'est une manifestation glaçante de la dureté et du danger du monde derrière les barreaux. Numéro 10. Le marteau à pierre. Le marteau à pierre, bien qu'il ne soit pas une arme au sens classique du terme, a gagné sa place dans la légende carcérale en raison de son lien étroit avec les tentatives d'évasion. Il symbolise la patience et la détermination, un outil de défi silencieux et, pour certains, un chemin potentiel vers la liberté. La fabrication d'un marteau à pierre commence par la recherche d'un morceau de métal solide et pointu. Il peut s'agir d'un élément de cadre de lit, d'une pièce de machine cassée ou simplement d'un clou. Ce métal est ensuite fixé à un manche, souvent en bois, et solidement attaché à l'aide de ficelles ou de rubans. Son utilisation est un processus lent et exténuant. Le détenu doit gratter et creuser les murs, les sols ou les barreaux, millimètre par millimètre, souvent à l'abri des regards, dans l'obscurité ou durant les périodes de surveillance réduite. Une fois utilisé, l'outil est soigneusement dissimulé pour éviter toute découverte. L'exemple le plus célèbre de marteau à pierre dans l'histoire des prisons est celui employé par 3 détenus lors de l'évasion d'Alcatraz en 1962, l'une des fuites les plus mythiques jamais enregistrées. Cet épisode montre que le marteau à pierre n'est pas seulement un outil, mais aussi un symbole d'ingéniosité et de l'esprit humain indomptable. Numéro 11. Le Gaspard, un tueur silencieux. Le Gaspard, également appelé garrot, se distingue nettement dans le catalogue des armes improvisées en prison par sa fonction sinistre. C'est une arme de discrétion et de précision, conçue pour des attaques silencieuses à très courte distance. Son nom même provient de sa capacité terrifiante à couper le souffle de ses victimes. La fabrication d'un Gaspard consiste à créer un cordon fin mais extrêmement résistant, généralement en effilochant des vêtements ou des draps. Certains détenus vont jusqu'à utiliser du fil dentaire, en tressant plusieurs brins pour obtenir une corde plus solide. Les extrémités de ce cordon sont ensuite fixées à des poignées,
souvent réalisés à partir de morceaux de bois ou de plastique. Le Gasper est un témoignage glaçant de l'inventivité meurtrière que peut engendrer l'environnement carcéral. Son existence met aussi en lumière la menace constante de violence à laquelle les détenus sont confrontés, rappelant les dangers silencieux qui peuvent se cacher dans l'ombre de la vie en prison. Numéro 12. Le poignard en papier mâché. Le papier, généralement perçu comme inoffensif, peut être transformé en une arme létale dans l'espace confiné d'une prison. Le poignard en papier mâché incarne parfaitement cette métamorphose, mêlant discrétion, simplicité et effet de surprise. Pour en fabriquer un détenu commence par rassembler du papier provenant de livres, de journaux ou même de papier toilette. Ce papier est ensuite trempé dans l'eau jusqu'à obtenir une pâte. Cette matière est soigneusement modelée pour lui donner la forme d'une lame, puis laissée à sécher et à durcir. Certains renforcent encore l'arme en la recouvrant de plastique fondu ou de dentifrice, ce qui lui confère une surface plus rigide. Le poignard en papier mâché est une arme trompeuse. Son apparence anodine le rend facile à négliger, mais entre de mauvaises mains, il peut devenir une surprise mortelle. Sa conception demande du temps et de l'ingéniosité, reflétant la débrouillardise que les détenus développent face aux contraintes extrêmes de leur environnement. Numéro 13. Le lance-flamme à briquet. Le feu, l'un des outils les plus anciens de l'humanité, conserve toute sa puissance primitive dans le contexte carcéral. Le lance-flamme à briquet, une arme terrifiante créée à partir d'un objet du quotidien, en est une preuve saisissante. Sa fabrication consiste à modifier un briquet classique afin d'augmenter la taille de la flamme ou même de projeter un jet de liquide inflammable. Cela peut passer par un simple réglage du débit de carburant ou par l'ajout d'un réservoir improvisé rempli d'alcool volé ou fabriqué artisanalement. Le résultat est un dispositif capable de projeter le feu sur une courte distance, provoquant un fort effet de choc et des brûlures potentielles. C'est une arme qui impose le respect et inspire la peur, ajoutant une couche supplémentaire de danger à un environnement déjà extrêmement instable. Le lance-flammes à briquet est un rappel sombre des extrêmes créatifs auxquels les détenus peuvent parvenir pour se protéger ou asseoir leur domination, transformant des objets banals en menaces redoutables avec une facilité troublante. Numéro 14. Le bouclier en plateau repas cassé. Si de nombreuses armes improvisées en prison sont conçues pour attaquer, il est essentiel de considérer l'autre face de la médaille. La défense. Le bouclier fabriqué à partir d'un plateau repas cassé est l'une de ces innovations. Dans un environnement où le danger est permanent, même un objet lié au moment du repas peut devenir un outil salvateur. La fabrication d'un bouclier en plateau repas cassé est plus simple que celle de nombreuses autres armes évoquées. Un détenu doit simplement se procurer un plateau suffisamment solide, généralement en plastique dur ou en métal, puis le briser afin d'obtenir une taille maniable. Les bords du bouclier peuvent être affûtés pour lui donner un potentiel offensif, mais sa fonction première reste la protection. Il ne faut toutefois pas se laisser tromper par sa simplicité. Le bouclier en plateau repas peut s'avérer crucial lors d'une altercation, en créant une barrière physique entre un détenu et son agresseur. Il permet de dévier des coups portés avec différents types d'armes et de réduire considérablement le risque de blessure. Sa taille et sa rigidité peuvent également en faire un outil efficace pour maintenir une distance, servant de rempart pour tenir des adversaires à l'écart. L'existence de ce bouclier est révélatrice des dangers omniprésents de la vie carcérale. Chaque objet, même aussi banal qu'un plateau repas, peut être détourné et transformé en moyen de survie. Il met en lumière les tactiques défensives auxquelles les détenus doivent recourir et le besoin constant de protection derrière les murs de la prison. Le bouclier en plateau repas n'est pas seulement une protection improvisée. Il représente symboliquement la lutte permanente pour survivre qui définit la vie en détention. Les détenus doivent s'adapter à leur environnement et exploiter toutes les ressources disponibles pour se protéger. Ce bouclier est une manifestation concrète de cette adaptation, une barrière grossière mais efficace face à la violence quotidienne. Ce qui frappe le plus, c'est la débrouillardise qu'il incarne. Avec des moyens extrêmement limités et sous une surveillance constante, les détenus parviennent à créer un outil défensif capable de remplir sa fonction et de résister aux conditions éprouvantes de la vie en prison. Ce bouclier issu d'une arme potentielle témoigne de la capacité humaine à s'adapter et à faire preuve de résilience, même dans les circonstances les plus hostiles. Il rappelle qu'en prison, rien n'est jamais ce qu'il paraît. Un simple objet destiné à servir un repas peut devenir une véritable ligne de vie. Numéro 15. Le poing américain improvisé. Dans l'environnement éprouvant de la prison, les poings deviennent souvent la première ligne d'attaque et de défense.
Mais même un coup de poing peut être amplifié, transformé en une arme bien plus redoutable. C'est là qu'intervient le poing américain improvisé, une invention qui peut faire d'une bagarre à main nue une démonstration de force dévastatrice. Fabriquer un poing américain en prison exige une compréhension intuitive de la mécanique d'un coup et la capacité de trouver puis de manipuler des matériaux. L'élément essentiel est une matière dure et résistante, façonnée pour épouser les articulations et augmenter la puissance de l'impact. Cette tâche requiert créativité, ingéniosité et discrétion. Les matériaux utilisés varient selon ce qui est disponible. Il peut s'agir d'une solution très simple, comme envelopper fermement un rouleau de pièces dans du tissu ou du ruban adhésif afin d'alourdir et de durcir le poing. Certains détenus vont plus loin, fabriquant des versions plus élaborées à partir de brosses à dents ou de cuillères fondues et remodelées, voire de morceaux de métal récupérés dans différents recoins de la prison. Créer un poing américain ne consiste pas seulement à fabriquer une arme, mais à renforcer les capacités naturelles du corps humain. Le principe est de concentrer la force du coup sur une surface plus petite et plus dure, ce qui augmente considérablement l'impact. Ce n'est pas une arme qui se contente de faire mal. Elle peut briser des os et provoquer des blessures graves. Cependant, sa fabrication et sa possession comportent des risques importants. Le processus demande du temps et expose le détenu au danger d'être découvert. Être surpris avec un poing américain peut entraîner de lourdes sanctions, allant de l'isolement disciplinaire à un allongement de la peine. Malgré cela, la présence de telles armes derrière les barreaux révèle une réalité brutale. Le besoin de se défendre peut l'emporter sur la peur de la punition. Le poing américain reste ainsi un élément récurrent de l'arsenal carcéral. Il témoigne de la résilience et de l'inventivité de détenus qui, confrontés à un environnement dangereux et à des ressources limitées, trouvent des moyens d'augmenter leurs capacités offensives et défensives. Sa fabrication et son utilisation reflètent un thème central de la culture pénitentiaire. La quête de pouvoir et de contrôle dans un monde où la force physique conditionne souvent la survie. En fin de compte, le poing américain est un symbole tangible de la pression extrême exercée par la vie en prison. Il illustre jusqu'où des individus peuvent aller pour assurer leur sécurité, incarnant à la fois une arme improvisée et un signe fort de l'ingéniosité humaine née de la nécessité.